monde et bienvenue à cet autre épisode de Parlons d'inclusion. Mon nom est Marie-Hélène Desmarais, je suis professeure agrégée à l'Université de Saint-Boniface à Winnipeg et je suis accompagnée de Angela Aucoin, professeure retraitée de l'Université de Moncton, et Nadia Rousseau, professeure titulaire de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Alors aujourd'hui, on est avec Mireille Leblanc, professeure agrégée de l'Université de Moncton. Merci d'être avec nous, Mireille. Est-ce que tu veux te présenter en quelques mots pour nous, s'il te plaît? Oui, rapidement, je suis professeure au département d'enseignement primaire et de psychopédagogie. J'en suis à ma 19e année de carrière universitaire. Avant d'être à l'université, j'ai aussi œuvré dans le système scolaire, des écoles francophones néo-brunswickoises. J'ai été enseignante ressources, j'ai été agente pédagogique. Mes intérêts de recherche et les cours de données tournent autour de la collaboration entre les enseignants de la classe ordinaire et les enseignants ressources ou les enseignants d'appui. Je m'intéresse aussi au soutien qui est offert aux enseignants de la classe pour une transformation des pratiques éducatives. Et je m'intéresse aussi à la pédagogie de l'inclusion et tous mes intérêts s'insèrent aussi dans le contexte de l'inclusion scolaire. Merci, Mireille. Angela, est-ce que tu veux lancer la conversation? Oui, avec plaisir. Mireille, j'ai passé plusieurs années à tes côtés à l'Université de Moncton. Ma première question porte sur la formation, parce qu'aussi que la formation, c'est un élément essentiel au succès de l'inclusion scolaire. Pourrais-tu nous parler des défis, mais aussi des pistes de solutions que peuvent envisager les universitaires qui souhaiteraient préparer les futurs enseignants et enseignantes à la diversité de leur classe inclusive? Oh. Tu m'avais partagé cette question-là à l'avance et ma première réaction a été c'est une question complexe, c'est une question qui englobe beaucoup, beaucoup de choses et qui suscite beaucoup de réflexions. Très honnêtement, depuis que je sais que je vais participer à cette discussion-là avec vous, j'ai réfléchi beaucoup à la formation. Je me suis remise dedans parce que, comme tu dis, on a travaillé longtemps, on a travaillé quand même plusieurs années ensemble, puis on s'est questionné très souvent sur comment on arrive à former à l'inclusion, à toute cette diversité-là dans la salle de classe. Puis je l'ai dit aujourd'hui en toute humilité, de partager les défis, les pistes de solutions, parce qu'honnêtement, j'ai le goût de dire un constat en fin de carrière que est-ce qu'on y est arrivé? Non, on n'est pas arrivé. Est-ce qu'il y a des progrès? Oui, c'est certain, mais il y a encore des défis. Je dirais que le premier défi qui me vient en tête, c'est probablement la culture organisationnelle universitaire. C'est qu'on est encore dans la préparation de cours, dans la planification, de façon dans nos bureaux isolés. Je pense qu'on entend parler de plus en plus de la fameuse approche programme. J'ai beaucoup d'espoir pour avoir un programme, une vision beaucoup plus globale des programmes qui forment à l'enseignement, mais enseigner à la diversité dans une classe inclusive. Et c'est toujours cette préoccupation-là. Je dirais qu'un autre défi, c'est de comment on assure ce leadership-là, comme les personnes qu'on dit de l'inclusion scolaire. On associe des profs qui sont porteurs de l'inclusion scolaire. Et je me dis, il faut être plus inclusif dans les discussions qu'on a par rapport à la diversité. Je pense qu'il faut, comme leader de l'inclusion, il faut aller vers les autres. L'inclusion, à mon avis, ne progressera pas tant qu'on n'ira pas s'asseoir avec les didacticiens, tant qu'on n'ira pas s'asseoir avec les personnes qui parlent de motivation, de la gestion de classe. Il faut se questionner, il faut se mettre nous-mêmes en déséquilibre. Donc, si j'avais, avec le recul, je me dis, c'est peut-être ça qu'on a peut-être pas assez fait, qu'on a d'aller. Je pense qu'une équipe en tout cas, de 3 professeurs ne pourront jamais porter sur leurs épaules
la formation à l'inclusion scolaire. Ça, j'en suis profondément convaincue. Donc, c'est ce leadership-là qu'on doit assurer, mais qu'on doit partager aussi. Ça, je le vois. Je dirais que si j'avais à reprendre des choses, si j'avais avec le recul, c'est probablement là. À mon avis, il faudrait prioriser. Se porter à bout de bras cette formation-là, ça devient, c'est lourd. Il y a une lourdeur qui s'associe à vouloir porter, okay, toute cette formation-là. Et je pense qu'il faut sortir de ce carcan-là. De la diversité, il faut en parler pas seulement dans 2 ou 3 cours qui traitent de l'inclusion ou de la pédagogie différenciée. Il faut parler de diversité dans tous les cours. Et ça n'appartient pas seulement à 2 ou 3 cours. En tout cas, chez nous, je ne sais pas comment ça se passe ailleurs, mais on a tendance à quantifier les cours d'inclusion scolaire. Okay? On dit, bon, il y a 3 cours en inclusion, il y a 4 cours. Où certains profs sont associés à l'inclusion scolaire. Bien, à mon avis, l'inclusion, c'est pour tout le monde. C'est là qu'est le plus grand défi. C'est là que et quand je parlais de l'approche programme, ben, ça sera important dans cette approche-là, en tout cas parce que chez nous, à notre faculté, on a les 2 pieds dedans. Là. On est en train de la mettre en œuvre, cette approche programme-là. Ça va être important de trouver la place, quelle qui va être dans la vision globale du programme, quelle est la place de la diversité, quelle est la place dans une perspective inclusive. Ça va être important. Je pense que c'est la base. Et pour arriver à donner la place de la diversité dans tous les cours, ben, ça va être important de comprendre la diversité parce que la diversité, je me remettais dans des lectures et même encore aujourd'hui, on arrive au constat, la diversité fait peur. Okay? Il y a encore des idées préconçues. On a encore une vision assez restrictive de la diversité qui est associée, à mon avis, au modèle d'intégration scolaire. On a besoin de se poser des questions, on a besoin ne serait-ce que les titres de cours qu'on a, les objectifs généraux, je veux dire, de se questionner lorsqu'on parle d'élèves en difficulté. Que veut dire difficulté? Est-ce que c'est l'élève ou est-ce que c'est les approches, les façons de faire qui sont en difficulté? Okay? Donc, c'est tout ce questionnement-là qu'il faudra, à mon avis, qu'on doit avoir, mais qui ne doit pas se limiter dans une équipe restreinte de 2-3 personnes qui sont associées à l'inclusion scolaire. Mais ouais. J'aimerais te faire un peu de pouce sur ça. Mm-hmm. Même si on ne connaît pas l'approche par programme, on peut s'imaginer un peu qu'est-ce que ça peut vouloir dire dans le contexte universitaire. D'après toi, est-ce qu'on pourrait espérer que la pédagogie inclusive ou l'inclusion soit à la base, que le reste du programme se bâtirait à partir des fondements de l'inclusion scolaire? Est-ce que tu verrais ça, toi? À mon avis, c'est un incontournable. Il faut que ça soit la base parce que c'est pas... ça doit, à mon avis, toucher à toutes les matières, à toutes les disciplines, à toutes les... Et c'est là qu'est le défi. Tantôt, je parlais de leadership. Je pense qu'il faut aller chercher des alliés, il faut aller chercher pour parler de cette diversité-là, de parler de l'inclusion, des façons qu'on a d'exclure aussi, de ségréguer. À un moment donné, on va avoir des conversations courageuses, mais se donner aussi les structures pour avoir ces conversations-là. Et oui, à mon avis, c'est la base, c'est le fondement. Mais tant que ce n'est pas un projet d'une faculté, je ne sais pas comment on va y arriver. Honnêtement, je ne le sais pas. Ça va être difficile parce que ça va rester encore des cours isolés. Parce je pense que dans le fond, la façon dont on enseigne la pédagogie inclusive, la prise en compte de la diversité dans une salle de classe, dans une perspective inclusive,
quand on va voir nos stagiaires ou quand on va voir dans les salles de classe, on voit exactement ce qu'on a, la façon dont on l'a enseigné. On voit comme un surplus. Je planifie pour toute ma classe, puis après ça, je vais planifier pour les autres. OK? C'est pour ça qu'il va falloir que ça devienne le fondement. Dans un monde idéal, moi, il y a certains cours que je ne verrais même pas dans le programme. Peut-être un bon cours, c'est pour toucher les fondements, mais après ça, je pense que ça devrait être un petit peu diffusé dans les cours. On parle de co-enseignement, mais quand verra-t-on du co-enseignement à l'université? Je parlais de structure organisationnelle, mais c'est pas facile, là. C'est pas, on a nos charges d'enseignement. J'en avais déjà parlé à la faculté, puis tout de suite, on voyait déjà les défis par rapport au crédit d'enseignement. C'était... Ça me fait penser à toutes sortes de choses, Mireille, que tu nous parles là. Puis, tu sais, dans le contexte universitaire, hein, les profs, on est tous des spécialistes d'un élément en particulier. Oui. Comment on fait, selon toi, pour convaincre des profs, que l'inclusion, c'est plus qu'une spécialisation dans un domaine en particulier et donc que ça doit être fondamental? Parce que j'ai l'impression que chacun essaie un peu de tirer sur sa couverte, hein, pour que son objet ou son champ d'expertise devienne ou soit fondamental. Mais pourquoi l'inclusion, ça en est un? Tu sais, sans enlever les autres. Oui, comment convaincre? Je pense que j'aurais le goût de dire, ça peut paraître naïf, mais d'en parler, d'arriver puis de dire, on n'y arrivera pas seul. Déjà, de commencer à dire ça, je pense que j'ai parfois l'impression que les collègues nous voient, puis je vais parler pour ma faculté, mais nous voient comme, par exemple, quand Angela était là, Mireille ou notre équipe, c'est nous qu'on doit porter l'inclusion. Mais vous allez vous occuper de ça dans vos cours. Mais nous, on part aussi avec un petit peu... c'est comme si on pense qu'on va y arriver tout seul, OK? On est un petit peu paradoxal dans notre façon de faire, dans notre... On veut pas lâcher le morceau parce qu'on se dit, c'est notre expertise en inclusion, mais mon expertise n'est rien sans l'expertise des autres. Et c'est un peu ça. Comment convaincre? Je pense que c'est d'être transparent puis d'être honnête. Moi, j'aime beaucoup parler de posture d'humilité, là, mais quand j'entends que je suis spécialiste en inclusion, là, le cœur m'arrête presque parce que je peux en parler, mais donc, mon Dieu, que je ne suis pas spécialiste. J'ai besoin de vous autres. Puis je pense que d'avoir cette posture-là, cette attitude-là, puis d'en parler de l'inclusion. Moi, combien de fois on devra faire une causerie du midi? Chez nous, on avait un comité. Mais on se réunissait en personnes qui étaient porteurs, je vais le dire entre guillemets, de l'inclusion. Mais je pense que ça devrait être un comité ouvert au départ. Allons chercher les personnes qui ont déjà un intérêt, puis ça peut faire boule de neige. Je veux dire, je pense que les écoles sont confrontées à la même réalité qu'à l'université. Je pense qu'à l'université, où c'est plus difficile, c'est qu'on fonctionne beaucoup par expertise. On est en silo. On travaille beaucoup en silo. Et mon expertise, on est comme formé à argumenter, à avoir la vérité, là, en quelque sorte. Là, c'est ça. Ouais. Mireille, on va poursuivre dans la même dynamique et cette même question-là, à savoir là, comment on forme les futurs enseignants, puis en contexte universitaire toujours, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un rôle à jouer au-delà de la faculté? Tu sais, à l'université, il y a quand même un cadre établi par une autre direction qui peut porter plusieurs noms. Avec des horaires prescrits, une plage horaire plus flexible, un local de classe qui n'est pas toujours en harmonie avec les principes de l'inclusion. Alors, comment on fait, au-delà de la faculté, comment on fait ou on pourrait faire
pour que, si on veut mettre en place cette approche-programme-là, tu le nommais toi-même, il ne devrait pas avoir autant de cours d'inclusion. L'inclusion devrait être dans tous les cours, même dans les didactiques et autres. Comment on fait? Par quoi on peut commencer pour s'assurer que la structure même de l'université permette d'instaurer des pratiques réellement inclusives dans l'enseignement? Donc, de modéliser finalement. Oui, oui, oui. Je ne sais pas si je comprends bien ta question, Nadia. C'est par rapport à modéliser, je pense qu'on le fait, OK? On le fait, mais on le fait dans des cours spécifiquement dont les objectifs touchent de façon très précise, par exemple, la différenciation, la conception universelle de l'apprentissage. Et moi, je regarde à la faculté, on a des locaux qui sont aménagés. Je vais dire, c'est fantastique, là, OK? Ça ne peut pas être plus moderne que ça. C'est des tables à roulettes, en tout cas, tout, là, le steel case, là, tu sais, bon. On a ça, on a... mais moi, j'aurais le goût de dire, ben, allons-y un pas à la fois. Allons-y, je veux dire, comme on a fait dans les écoles. La première fois qu'on a eu du co-enseignement dans les écoles, ben, c'est presque des petits projets pilotes, d'y aller avec... Moi, je crois beaucoup à un pas à la fois, mais je pense qu'il faut bouger aussi. Par rapport à l'université, ben, tout de suite, on est en train de réviser toutes les valeurs et on y arrive avec l'inclusion, équité, diversité, inclusion. Ben, ça, c'est nouveau. Je veux dire, avant, on présentait des projets de recherche, puis parce que ça ne cadrait pas avec les valeurs de l'université ou avec Donc, on avait peu de chance. Mais maintenant, quand on voulait, c'était une chaire de recherche, par exemple. OK? Bon, mais il y a un mouvement de la société tout de suite qui commence à bouger. Je regarde tous les étudiants qui nous arrivent à l'université, qui ont reçu des diagnostics, mais ils sont là, OK? Mais ça amène aussi ce questionnement-là à l'université. Ça amène, je pense que le terreau est fertile tout de suite pour faire changer. Le changement, c'est complexe. Est-ce qu'il y a de la résistance? Oui, il y a de la résistance au changement. Ne serait-ce que pour protéger ses cours. Ça existe aussi, ça existe dans d'autres, c'est une réalité de l'université. Mais à mon avis, il y a quelque chose qui se passe. Puis je dirais que, puis je vais le dire encore là, par rapport à le Nouveau-Brunswick est un pionnier pour ce qui est de l'inclusion scolaire, mais je pense encore que la faculté devrait être pionnière par rapport à la formation à l'inclusion scolaire. Et il y a un décalage, OK? Il y a un décalage entre les deux, mais la montée, je pense, des étudiants qui nous arrivent du système scolaire va amener à bouger les choses à l'université. Mireille, tu parles des défis à l'intérieur de la faculté avec collègues, mais quand on est dans les écoles, les enseignants et les enseignantes souvent vont parler de la tour d'ivoire. Vous autres, à l'université, vous êtes comme dans une tour d'ivoire. Vous pensez que vous connaissez qu'est-ce que c'est l'inclusion, mais venez travailler une journée dans notre salle de classe, puis vous allez voir que ce n'est pas si facile que ça. Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire, d'après toi, pour briser cette tour d'ivoire-là, au moins d'avoir une petite craque où est-ce qu'on pourrait avoir un genre d'ouverture pour avoir ces conversations courageuses-là? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour essayer de briser ces murs-là qui existent entre les facultés sur les universitaires et les écoles sur le terrain? Oui. Je pense tout de suite, pour moi, à la recherche collaborative, une recherche, au lieu de faire de la recherche sur, mais de faire de la recherche avec, à mon avis, c'est très important. Et je crois beaucoup, moi aussi, à une supervision de stage. Je vais le dire obligatoire. Je pense que lorsqu'on forme,
si on ne va pas voir dans la salle de classe, OK, les retombées de est-ce qu'il y a eu transfert? Est-ce qu'on a déjà parlé lorsqu'on enseignait le cours de différenciation pédagogique et qu'on allait dans les salles de classe et qu'on voyait qu'il n'y avait pas beaucoup de différenciation? Ça oblige à se questionner. C'est pas facile à accepter, mais c'est quand même une réalité. Je pense qu'il y a ça. Pour enseigner à la maîtrise, à la majorité des étudiants dans les cours de maîtrise, la maîtrise en enseignement ressources, ce sont des gens qui sont dans les salles de classe. Et ça nous ramène aussi, lorsqu'on écoute leurs défis, lorsqu'on écoute et c'est là qu'on s'aperçoit que parfois on a des solutions assez... Ça va bien écrire un article, ça va bien décrire, mais lorsqu'on arrive dans la salle de classe, c'est une autre chose. Je pense qu'il y a la réalité qui est présente, mais c'est tout dans notre posture aussi, comme on est. Moi, je pense qu'on est là pour accompagner. J'en ai pas parlé, on parle de la formation universitaire, mais la formation continue aussi, les services à la collectivité, de garder un pied dans les écoles. Je pense que c'est la meilleure chose, que ce soit par les stages, que ce soit ou par le type de recherche qu'on va faire. C'est important. Mais comme je disais, moi, l'enseignement au cours de maîtrise, moi, me ramène beaucoup. Parce que c'est toujours une peur lorsqu'on est à l'université, puis peut-être parce qu'on vient du système scolaire aussi. On a toujours cette peur-là d'être complètement déconnecté de ce qui se passe dans la salle de classe. Tout à l'heure, tu as dit qu'un des freins était le fait que la diversité faisait peur. Puis j'aimerais peut-être t'entendre un petit peu plus là-dessus. Qu'est-ce qui fait peur dans la diversité? Puis comment on peut apprivoiser cette peur ou la désamorcer? Je pense qu'il fait peur dans la diversité, c'est peut-être parce qu'on ne s'arrête pas, peut-être parce qu'on ne la connaît pas, peut-être parce qu'on ne s'arrête pas vraiment à penser à comment moi je réagis par rapport à est-ce qu'on la reconnaît, cette diversité-là? Lorsqu'on parle d'inclusion, on a encore tendance, j'entends, la diversité, c'est les élèves qui ont des diagnostics, qui ont des troubles d'apprentissage, qui sont en difficulté d'apprentissage. Mais il y a toute la diversité, à mon avis, beaucoup plus large. Toute cette diversité-là, elle fait peur parce que parfois, on ne la connaît pas. Hein? On ne la reconnaît pas. Puis, on ne sait pas comment en tirer parti aussi. Je pense que souvent, on entend le comment. Comment je vais exploiter, moi, qu'est-ce que je fais avec cette diversité-là dans ma salle de classe? Souvent, c'est ce qu'on veut entendre, c'est ce qu'on cherche, OK, des façons de faire. Mais tout en amont, je pense que c'est important de réfléchir à nos attitudes par rapport à cette diversité-là. On apprend à se connaître lorsqu'on côtoie cette diversité-là aussi. C'est pas vrai que toutes les diversités ne me dérangent pas. Puis parfois, oui, j'ai des difficultés, moi, avec certaines diversités, avec certaines personnes. Mais c'est important d'en discuter avec les futurs enseignants. Puis comme formateur, c'est important d'avoir ces discussions-là aussi par rapport à cette diversité. Donc, elle fait peur parce que, bon, je pense qu'on ne la connaît pas, on ne la reconnaît pas, puis on ne sait pas quoi faire avec cette diversité-là dans la salle de classe. Lorsqu'on supervise des stagiaires, puis on a l'enseignant associé qui vous dit « Ouf, on aurait besoin de formation, on aurait besoin on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas. » Puis pourtant, ils ont eu des cours là, pendant leur formation, mais c'est pas des recettes, c'est pas des... mais c'est important d'en parler de cette diversité-là. Puis je pense que ce qui est nouveau maintenant dans l'évolution du mouvement de l'inclusion, c'est qu'on ajoute ce concept-là de diversité. Je pense que on s'en va, on a eu
une diversité très restreinte. Maintenant, on élargit. Puis ça va être ça. C'est pas, je pense qu'il va en avoir, on va les reconnaître de plus en plus. On va. J'ai entendu parler de recettes, Mireille, que Oui, nos étudiants veulent des recettes, oui. puis que les enseignants veulent des recettes. Comment on peut leur expliquer ou comment on peut les convaincre que la recette ne les aidera pas nécessairement, ou pas à long terme, du moins? Ouais, c'est une bonne question. C'est les, je pense que c'est de comprendre qu'est-ce qu'ils sont en train de nous dire quand ils veulent une recette, hein. Ça reste dans le comment. Puis je crois que l'important, c'est de modéliser, puis de modéliser aussi notre questionnement, puis comment, quand j'enseigne à l'université, comment j'en ai pas de, j'ai des fondements, j'ai des balises, j'ai quelque chose à la base, OK? Mais j'aurai jamais une salle de classe, j'aurai jamais un groupe à l'université qui va être complètement pareil. Il va toujours falloir que je fasse preuve de jugement, de créativité, de ça, mais des convaincre. Je pense qu'il faut donner un petit peu de recettes. Moi, je pense qu'il faut rassurer, OK? Mais il faut les amener vite dans d'être capable de connaître ses élèves, d'arriver à... Je pense qu'il y a de la base, c'est là, mais des convaincre par rapport à la recette, je pense que ça a toujours été là. Ça a toujours été présent, ça a toujours été... C'est pas nouveau, là, qu'on cherche des recettes. Mais je peux peut-être me tromper, mais est-ce que dans d'autres cours aussi, les mêmes attentes sont là par rapport aux recettes? Dans les cours de didactique, dans les cours de... Est-ce que c'est seulement l'inclusion ou c'est tout simplement l'enseignement de façon générale? Est-ce qu'on s'attend à des recettes? OK? Est-ce qu'on s'attend à des... Dites-moi quoi faire, je vais le faire. En tout cas, tantôt, je parlais d'avoir des discussions avec des collègues. Mais à mon avis, là, on aura un sujet très pertinent, très riche, de dire hey, écoute donc, est-ce qu'on est les seuls dans les cours associés à l'inclusion où on semble voir que les étudiants s'attendent d'avoir des recettes? Est-ce qu'on est les seuls ou que ça se passe ailleurs aussi? Mais je crois que quand on parle de diversité, on ne peut pas avoir de recettes. On ne peut pas. C'est peut-être aussi l'importance de parler aux étudiants, l'importance de prendre des risques, hein? Oui, oui. Puis de se permettre de se tromper, puis que c'est peut-être pas parfait, mais au moins on essaye, puis d'avoir ce réflexe-là comme professeur, de permettre à nos étudiants devant nous quand on parle d'évaluation formative et tout ça, de leur permettre de se tromper. Oui, que c'est correct, ça aussi. C'est correct, mais en même temps, est-ce qu'on le valorise tant que ça? OK? Moi, je reviens au stage. Aller dire à un stagiaire, je veux que tu prennes des risques, c'est toi, je veux garde, c'est mieux que tu essaies. Puis après ça, prends un recul, puis fais une bonne pratique réflexive. Là. Prends un regard critique sur ce que tu as fait, qu'est-ce qu'il a bien fait. Bonne chance pour les convaincre. Il faut vraiment que tu aies créé un lien de confiance avec eux, puis tu vas faire ça vers la fin du stage, mais ça va être, c'est pas naturel, mais je me dis, est-ce qu'on les a formés, OK, à cette prise de risque-là? Puis pas seulement, puis je reviens, pas seulement pour les cours d'inclusion. Mais oui, je suis tout à fait d'accord, c'est cette prise de risque-là. Puis je pense qu'il faut les amener à développer, c'est une pratique réflexive par rapport à ce qu'ils font, leur mode d'enseignement. Puis c'est ça, je pense qu'il va falloir le valoriser davantage. Et aussi de nous, comme professeurs, aussi de se permettre de prendre des risques devant, devant nos étudiants. C'est pas facile parce qu'on ne veut pas... mais
toute cette Beaucoup prise de de choses à risque-là, changer. toute cette prise de risque-là, pardon, elle est aussi associée à comment on les évalue. Oui, oui. Tu sais, parce qu'il y a une forme de contradiction dans le système en ce moment en disant hey, tu Oui. peux prendre des risques, mais on va t'évaluer quand même sur les Mhm. erreurs que tu as faites. Oui. C'est d'ailleurs cette contradiction-là qui a motivé plusieurs facultés d'éducation en ce moment à changer leur méthode d'évaluation vers des méthodes qui sont plus axées, par exemple, sur le succès ou l'échec plutôt que sur les notes. Là. Oui. Mais ça pourrait faire l'objet d'une toute autre conversation, je pense. Oui, oui. Mais tu sais, ça ramène, à mon avis, une compétence essentielle qui est capable de une introspection par rapport à notre enseignement, par rapport à nos forces, nos défis, puis j'ai besoin de l'autre. J'ai besoin aussi de travailler, tu sais, d'aller... Moi, je n'ai pas les mêmes compétences, puis on n'a pas les mêmes, mais c'est toute cette culture-là qu'il faut développer davantage. Mhm. Tout à fait. Nadia, Angela, avez-vous une dernière question? Je pense qu'il nous reste comme 2 minutes. Ben, je trouve ça super intéressant de t'entendre, Mireille. Je pense qu'on pourrait en discuter pendant très longtemps. Il y a plusieurs fois, j'avais le goût d'embarquer dans la discussion, mais le temps est court. Merci beaucoup, beaucoup pour ce partage. Puis on voit que tu as un certain recul face à la situation. Je trouve ça vraiment très enrichissant. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup, Mireille. Merci à vous. Le recul, Nadia, très important. Oui, puis tu sais, tantôt, quand tu disais, là, les enseignants, ils veulent des recettes, puis tout ça, puis j'ai l'impression que le recul, c'est une partie de la réponse de pourquoi ils en veulent. Parce que malheureusement, dans le système actuel, le recul, on n'a pas beaucoup de temps quand on est enseignant dans une salle de classe d'avoir du recul. Oui, mais c'est la même chose à l'université. Puis je sais qu'il n'y a pas beaucoup de temps, mais ce recul-là, c'est, je veux dire, quand on a les services, tu sais, on a la recherche, on doit préparer nos cours, service à la collectivité, les réunions, mais c'est ça que ça permet. Mais quand on a les 2 pieds dedans, quand est-ce qu'on trouve du temps pour aller s'asseoir avec des collègues? Mais c'est les mêmes défis que les gens dans les écoles. C'est ça. Yeah, tout à fait. Merci beaucoup, Mireille. Hey, gros merci. Moi, j'ai aimé ça. Nous, on va se retrouver pour un prochain épisode de Parlons d'inclusion très prochainement. Merci tout le monde.